par Christian Verstrepen, qui est saxophoniste, et pas n'importe quel saxophoniste, puisqu'il a gagné la médaille d'or du saxophone du Centre national de la région de Lille. C'est quelqu'un qui vit de son art, le saxophone, qui joue en groupe ou en solo. Je vais vous faire un peu l'historique de ce que c'est que le jazz Dixieland. En fait, on l'appelle soit jazz Dixieland, soit le jazz de New Orleans. Et pourquoi cette appellation? Parce que c'est justement les origines du jazz, un brassage extraordinaire de... Finalement, c'est la première musique du monde, c'est world music, première musique du monde, parce qu'elle brasse justement les musiques africaines et européennes, y compris les rythmes antillais, les folk-songs, les spirituels et la musique populaire européenne. Pourquoi européenne? Pourquoi en Amérique? Parce que la Louisiane a appartenu à la France. Et ça, de 1717 à 1803. En 1803, la Louisiane, avec sa capitale, la Nouvelle-Orléans, a été vendue par Napoléon, revendue aux Américains pour des besoins stratégiques, tout simplement. Et un brassage inouï entre la musique des marches militaires, des ragtime, folk songs spirituels qui venaient des Noirs, et puis la tradition de musique européenne avec chansons, danse européenne. D'où ce melting pot de la musique qui s'appelle Dixieland. Dixieland, en fait, ça veut dire État du Sud. Un point commun entre les gens de couleur, donc les créoles de couleur et des noirs, c'est qu'ils n'avaient pas accès aux studios d'enregistrement. Alors, c'est ça qui explique qu'en 1917, le premier enregistrement de cette musique de mixage africain et européen a été enregistré par un orchestre uniquement blanc. Il a fallu encore 6 ans pour que les Noirs, eux, en 1923, aient aussi leur propre enregistrement. Et c'était l'orchestre de Joe Oliver. C'est grâce à ces enregistrements de musique que le Dixieland, la musique de Dixieland est devenue encore plus populaire et en dehors de l'Amérique, aussi en Europe. Je vais vous interpréter quelques morceaux du Dixieland. J'ai fait un programme un peu varié, c'est-à-dire que comme ça vous verrez un peu le style qu'on peut employer, puisque c'est une réunion de plusieurs rythmes. Donc il y aura un petit peu de big in dedans, puisque ça fait partie de ça. Je vais jouer donc ces morceaux-là avec un saxophone qui s'appelle le saxophone soprano. Voilà, alors c'est trompeur, il est noir, c'est fait exprès, comme ça tout le monde pense que c'est une clarinette, et vous avez perdu. Voilà. Et il fait partie de la famille des saxophones, il y en a 7 en tout, et c'est le deuxième. Il y en a encore un comme ça, qui est un peu plus petit. Voilà. Après on a celui-ci, après vous avez celui qui est un peu courbe, comme Charlie Parker. Vous avez après celui qui est encore un peu plus grand, comme par exemple Lester Young, enfin voilà quoi. Ensuite vous avez le baryton, donc encore un peu plus grand. Ensuite on a le basse et le contrebasse. Et le contrebasse il a un pavillon qui est de cette largeur là et on peut mettre un petit enfant de 2 ans dedans, quoi. Alors ça se joue pas en étant debout, mais ça se joue en étant assis parce que ça fait son poids et voilà. Alors tous ces instruments ont été créés pour faire à peu près l'étendue d'un piano. Voilà. Et donc tous les saxophones ensemble peuvent jouer des morceaux. Il y aura une basse, il y aura un accompagnement, il y aura quelqu'un qui joue à l'aigu, comme dans un orchestre normal où vous avez des contrebasses, des violons, des flûtes, etc. Voilà. Logiquement, dans les orchestres Dixieland, le mieux c'est d'être 6 musiciens avec comme basse un instrument qui s'appelle l'hélicon, comme le restaurant ici. Donc on a trompette, saxophone, on a trombone aussi qui fait partie de l'orchestre, le banjo, le hélicon et puis le washboard. Voilà, donc ça fait à peu près 6 musiciens, ça c'est l'idéal.
c'est pas une musique où on s'ennuie. Tous les thèmes sont tout le temps joyeux et on n'arrête pas de faire des petites blagues. Et puis entre musiciens, on se dit le titre du morceau et on le transforme tout le temps. Par exemple, Max the Knife, on dit pas Max the Knife. Comme ça, il n'y a personne qui sait ce qu'on va jouer. Quand on se le dit, on est assis comme ça, puis que le dernier il est au bout, alors on se dit McDo. Alors McDo, ça veut dire quoi? Ça veut dire Max the Knife en Do majeur. McDo. On s'amuse quand on est à 6 à faire ça. Au moment où je fais le thème, on le fait de plus en plus vite. Ça fait rigolo, ça fait comme ça. Donc. Et on fait comme si c'était un 2-3 soleil. Naviguer en perpétuel sur la grande arbre des canards et sauter les copains d'abord, les copains d'abord.
c'est un saxophone soprano, et cet instrument, c'est un instrument qui est faux. Voilà, c'est pour ça que c'est très difficile d'en jouer, parce que... Merci, fallait pas. Mais c'est très difficile d'en jouer, pourquoi? Parce que si vous jouez normalement comme un saxo alto, etc., eh ben vous aurez peut-être un demi-ton de différence, pour les connaisseurs en musique, entre l'aigu et le grave. Et donc tout vient de là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je joue, je suis un peu obligé de compenser en desserrant les lèvres ou en augmentant. Ce qui fait que c'est pour ça que de temps en temps, vous avez une note qui fait... Voilà. Et à l'époque, quand on jouait, à l'époque, surtout au début, c'est pour ça que je vous ai fait un petit clin d'œil en disant le son 1920, parce qu'on faisait ce qu'on appelle un vibrato, alors que maintenant on le fait plus serré, c'est-à-dire qu'on joue plus droit, on joue plus... ou avec un petit vibrato qui fait... Mais à l'époque, c'était... Voilà, c'est pour ça que quand Cinévéché, j'ai un peu forcé le vibrato faisant... Parce qu'on jouait comme ça à l'époque, alors que maintenant, on joue beaucoup plus droit. Et ça a changé, ça a évolué au niveau du son. Voilà. Suivant les instruments, comme c'est un instrument qui est un peu faux, je suis obligé d'utiliser un bec qui n'est pas trop ouvert, avec une ange qui n'est pas trop forte non plus, et qui est en roseau pour justement, parce que parfois quand je joue, je suis obligé de jouer très juste, parce que je veux faire une petite imitation de passage de flûte, de clarinette, donc voilà. Ce qui me permet de tout faire. Alors que si j'avais un bec admettons de jazz ou en métal, ou etc., ça serait un peu difficile de faire du classique, le son ne serait pas terrible. Et c'est un morceau pour Brit. Bei mir bist du schön. Bien. En rose.
que le départ au niveau des musiques, les premiers sons qui ont été découverts, même du temps de la préhistoire, on a retrouvé des os avec des trous, etc. Ça produisait des sons. Il n'y avait seulement que 5 sons sur les 7 qu'on connaît maintenant. C'est seulement qu'au XIe siècle qu'on a trouvé les 2 dernières notes. Et quand les Noirs, au départ, les esclaves, etc., qui venaient d'Afrique et qui chantaient le blues, ils chantaient sur ces 5 notes. Oui, mais nous, on ne pouvait pas, puisqu'on partageait les tons et les demi-tons pour faire cette note. Et eux, non, ils avaient des 3/4 de ton et des quarts de ton. Alors, on ne pouvait pas adapter cette musique-là. Alors, quand ils jouaient pas la note en faisant ta, et ils faisaient ta, légèrement, entre les deux. Alors, on disait, elle est un peu bleue, cette note. Elle n'est pas juste, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que c'est devenu la blue note. Les personnes qui ont voulu écrire la musique, puisqu'au départ, ça s'est fait comme ça, les Noirs ont inventé la musique avec, au départ c'était le blues, c'était pour se donner du courage dans les champs de coton, etc. Il y a quelqu'un qui était meneur qui disait, voilà, on en a marre de travailler, et puis les autres répondaient, c'était comme ça. Hein. Et le blues, c'est ça justement, c'est une réponse à chaque fois du premier, d'ailleurs on retrouve dans certains morceaux, par exemple, si je prends un morceau de blues, par exemple, qui me vient à l'esprit, je vais faire... Ça c'est la première partie. Deuxième partie. C'est une réponse. Mais c'est pratiquement le même rythme que le premier. Enfin c'est le même rythme d'ailleurs. Il y a quelques petites notes qui changent parce que la grille change, donc on est obligé de changer. Mais on a des réponses, c'est-à-dire que c'est toujours la même partie qui se répète. Voilà. Donc le blues vient de là au départ. Et quand on a voulu transférer ça, puisque les Blancs ont écouté la musique, ils ont dit ah c'est pas mal, on va l'écrire. Oui, mais nous on a 7 notes, mais ils en ont que 5. Alors on va faire comment alors? Donc on triche, c'est-à-dire que quand on fait, pour quelqu'un qui sait ce que c'est que au niveau de la musique, quand on a un accord, par exemple qui fait Do, Mi, Sol, Si, pour corriger ce truc-là, on va avoir un accord majeur et on va mettre la 7e note de cet accord, on va la mettre en mineur alors qu'elle devrait être en majeur au départ. Ce qui va faire que ça fait un accord qu'on appelle blues, qui ferait par exemple, pour Gilles il doit connaître, Do, Mi, Sol, Si bémol, Do, 7. Voilà. À la place de Do majeur au départ qui devrait être en réalité. Mais pour compenser, on fait la première partie de l'accord en majeur et la dernière partie en mineur. Ce qui fait que les deux imbriqués l'un dans l'autre, ça fait un peu bleu, c'est-à-dire que ça ressemble un peu comme pour le blues. Je dis vraiment bravo et merci à Britt de nous avoir fait passer ce moment qui était tout à fait délicieux, de cette musique qui est une musique simple, directe, mais qui peut avoir créé des chefs-d'œuvre, et c'est ça qui est incroyable. Lorsque cette musique est apparue à la Nouvelle-Orléans, c'était une musique, comme Britt l'a dit au début, qui était essentiellement une musique de marche, de parade, influencée aussi pas mal par le blues. Oui, tout à fait. Le blues s'est mélangé au jazz par moments et beaucoup de morceaux de jazz s'appellent blues. Par exemple, le West End Blues de Louis Armstrong, qui est un grand chef-d'œuvre, c'est un blues à l'origine, etc. Ce qui donne à la fois cette tonalité un peu mélancolique à beaucoup de morceaux de jazz. Mais au départ, c'était une musique de parade qui pouvait être aussi la parade, comme tu l'as dit, qui menait aux funérailles. Aujourd'hui, pour nous, c'est inimaginable qu'au début du XXe siècle, aux États-Unis, il ne puisse pas y avoir de musiciens noirs qui puissent aller dans les studios enregistrer. Il ne puisse pas y avoir de musiciens noirs qui jouent dans un orchestre de jazz blanc. Il a fallu attendre Benny Goodman, donc bien après l'ère du Dixieland, pour que un musicien noir, de génie aussi, puisque c'était Lionel Hampton, le vibraphoniste, soit inclus dans le quintet à l'époque de Benny Goodman. Puisque l'on sait que le soprano est faux. Pourquoi on joue? Non, pourquoi on le modifie pas? Quand on prend une flûte ou bien une clarinette, c'est un cylindre. Et on fait donc des trous à des endroits, alors que là c'est conique. Et ça complique encore plus les choses de faire vraiment, quand vous voyez, je vais vous le passer. Quand vous voyez les notes, elles sont toutes, elles
elles sont toutes petites, comme ici. Elle est toute petite, celle-là. Voilà, donc c'est vraiment très difficile à faire les écarts pour que ça soit vraiment absolument juste. Et après, c'est à nous, en pinçant plus sur l'anche ou en desserrant, de pouvoir avoir la note. Voilà. Alors qu'au saxo alto, on a moins ce problème-là. Quand on joue, on ne doit pas trop serrer ou desserrer l'anche. La note, elle se fait quand même beaucoup plus juste. Pour les types de jazz, il y a eu des époques. Ça a commencé par le blues, il y a eu le ragtime, il y a eu le charleston. Le Dixieland, c'est une réunion de tout ça. Alors, en quoi ça reste du jazz? Qu'est-ce qui est le dénominateur commun de toutes ces... Alors voilà, la musique classique, c'est simple, tout est écrit. Le jazz, on a une interprétation déjà du thème, on peut le faire comme on veut. Il n'y a personne qui va dire, ah, là il a fait une blanche, c'est des noirs. Vous faites tout ce que vous voulez, ça c'est bien. Et après il y a la partie improvisée. Le son jazz, on peut faire un peu, disons, ce qu'on veut, c'est un peu ça. Hein. Je pense à Gato Barbieri par exemple, qui est un saxophoniste baryton, qui faisait ce morceau-là. Mais quand vous l'entendez quand il joue comme ça. Voilà, il joue comme ça. Et c'est son son. Mais si on faisait ça en classique, alors... Chaque musicien interprète un peu le morceau comme il veut. Vous avez vu aussi qu'au niveau des vitesses, c'est pareil. Voilà. Bon, il y en a certains que j'ai accélérés, alors que logiquement ils ne vont pas aussi vite, mais c'est parce que j'aime bien, que je le sens comme ça, donc je le fais plus vite. Voilà, c'est tout. Mais on ne va pas me dire, ah ouais, mais tu vas pas trop vite.